Le sujet, globalement, si les gens qui ne me connaissent pas forcément, mais dans la vie, on rencontre beaucoup de développeurs. Et le sujet qu'on a souvent, c'est des développeurs qui nous disent « Je veux plus aller dans des SS2I ». Et quand on leur dit « Oui, mais attends, telle boîte, par exemple, ça pourrait marcher », et ils nous répondent « Ah ouais, mais eux, c'est pas pareil ». Et donc, je voulais inviter des gens aujourd'hui qui se reconnaissent dans « C'est pas pareil », donc des entreprises qui déclenchent cette notion de « C'est pas pareil » et qui arrivent à créer une ambiance où les développeurs sont heureux. Est-ce que c'est une bonne idée ? Vous êtes très interactif. Ça va être un panel d'1 heure où on va interagir. Du coup, plutôt que de vous présenter, ce qu'on va faire, c'est que Maëva, elle va donner le micro à 3 personnes qui vont se présenter en une phrase et expliquer pourquoi elles sont intéressées par ce sujet-là. Donc, je vais choisir au hasard toi. Qui es-tu ? Bonjour. Du coup, je m'appelle François et je suis développeur chez Troopers. Et pourquoi tu t'intéresses du coup au service ? Nous, déjà, Troopers, on est une entreprise libérée, donc dans une dynamique un peu particulière. Et je sais que vous êtes plusieurs entreprises sur des dynamiques assez similaires. Et du coup, c'est un sujet qui m'intéresse. Bienvenue. Vous, comment vous faites. Et... C'est cool. Merci. Alors, on va désigner une personne au hasard. Toi, t'es venu parce que je t'ai demandé. Le monsieur roux, là, avec un t-shirt Iteracode, il a l'air sympa. C'est un sweatshirt. Et ce matin, t'as déjà pas voulu prendre la parole. C'est pas vrai. Moi, je m'appelle Benjamin Lampérier. Je suis co-gérant d'une boîte qui s'appelle Iteracode. Et on essaye d'être un nouveau service IT comme ça. Du coup, je viens écouter, prendre des bonnes idées et échanger s'il y a besoin. Voilà. Du coup, on va essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas prestataire dans la salle. Qui n'est pas prestataire dans la salle ? Qui est client ? Au hasard, vous, monsieur. Vous n'êtes pas client, mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu à ce panel. Est-ce que vous pouvez prendre la parole ? Bonjour, Thomas Herman, je suis avant-vente chez GFI Informatique. Merde. Ah bah ouais, voilà. Un prestataire encore. Maintenant. Ok, cool. Personne d'autre veut jouer le jeu ? On aura fait le tour, on aura 3 CS2I. C'est parti. Donc le concept, globalement, c'est qu'on va faire le tour. J'ai pas la slide. Tu veux me mettre la slide, s'il te plaît, Caroline ? Ouais. Alors, on ne le lit pas forcément bien. Donc, on va d'abord discuter avec Eric, qui représente Mazars aujourd'hui. Bonjour, Eric. Bonjour. On va discuter ensuite avec Elsa, qui représente Eleven Labs. Tu peux parler dans le micro. Ah, pardon. Salut. Ensuite, on discutera avec Benoît de The Tribe. Bonjour Benoît, et ensuite on discutera avec Kevin. À tout moment, vous pouvez poser des questions, appeler Maëva pour qu'elle vous ramène le micro. Est-ce que c'est cool ? Super. Eric, quels sont les sujets qu'on avait prévu d'aborder ? Pas mal, on va peut-être déjà commencer par se présenter. Oui, dis-nous qui tu es, Eric. Qui je suis je suis le fondateur de Matters, qui est une boîte de services dans la tech, mais qui fonctionne sur un mode un peu différent. C'est qu'on a un startup studio. Donc en fait, les gens viennent nous voir avec une idée, donc qu'ils soient entrepreneurs ou intrapreneurs, ils viennent pitcher, et ensuite on va transmettre le pitch à nos équipes qui vont voter et se porter volontaires pour bosser dessus. Et à partir du moment où on a une validation des personnes qui ont envie de bosser dessus, on va intégrer le projet, faire la conception du produit et son développement, et on va s'en occuper pendant des années. Et donc c'est ça notre métier. C'est cool. Alors dans les sujets que j'ai notés pour ton intervention, on doit aborder l'entreprise libérée, entreprise plateforme. On doit aborder l'expérience client que vous proposez. Et tu dois nous parler de Team Starter pour l'empowerment. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, en 1 minute, quelle est la vision de l'entreprise libérée chez Matters ? Alors, en fait, on a commencé à bouger un peu les lignes il y a 2 ans, en faisant tomber les intitulés de postes. Donc, on n'a pas de titre dans la boîte. Donc, on a donné des rôles. Chacun endosse un ou plusieurs rôles. Il y a des rôles qui sont communs. Et en fait, ça a commencé à faire germer une manière de faire différente. On a supprimé la totalité de la hiérarchie dans la boîte pour mettre des squads. Donc on a des petites équipes de 6 à 8 personnes qui sont autonomes, donc qui gèrent un certain nombre de produits à développer, ou un seul. Et ensuite, on a l'équivalent de ce qu'on appelle la direction dans des boîtes traditionnelles qui se retrouvent en support. Et donc on va plutôt être coach, on va les aider à performer. Par exemple, moi, mon rôle, c'est de ramener des clients, des produits qui sont intéressants pour eux. On va avoir d'autres personnes qui ont le rôle de ramener d'autres développeurs super bons pour bosser sur les produits. Donc en fait, on a complètement inversé la boîte.
dans ce sens-là. Et aussi, on a revu notre manière de percevoir le rôle de l'entreprise. Il y a eu pas mal de talks sur le mouvement des freelances. Aux États-Unis, c'est 11% de l'emploi, ce qui est énorme, en particulier dans la tech. Et du coup, nous, on se voit plutôt comme une plateforme. On est un relationniste. Notre rôle, c'est d'avoir des mecs, qui sont des bons techs, qui ont envie de bosser sur des beaux produits, qu'on leur amène. On fait la relation entre ces deux personnes-là, et on va apporter la totalité du contexte pour que ça se passe correctement. Donc, ça... Est-ce que vous avez des réactions? D'accord. C'est cool. Tu m'as dit au téléphone que Mazers, c'était avant tout une boîte pour que les collaborateurs fassent des choses avec. Exactement. Donc en fait, on suit beaucoup les envies des personnes dans la boîte. Donc on passe beaucoup de temps à les écouter. C'est quand un projet arrive, c'est eux qui vont voter pour. Donc c'est eux qui vont en fait choisir vers quel type de produit on va s'orienter. Donc par exemple, on fait pas de militaire, on fait pas un certain nombre de choses comme ça. Et aussi, les gens ne souhaitaient pas avoir le rôle de consultant traditionnel dans notre entreprise. Et donc, on fait tout chez nous. Donc, la totalité des développeurs est chez nous. Et du coup, on a ramené nos clients également, ce qui est ton deuxième bullet point sur ce que je vais dire. Si vous voulez prendre le micro à Elsa, vous pouvez prendre le micro à Elsa. Oui, moi, je vous le donne. Hein. Non, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a commencé le panel juste à côté, là. Et c'est intéressant parce que vraiment, ils ramènent les clients directement chez eux. En fait, les clients ont envie d'être là pour justement vivre leur culture de boîte et être présents dans leur culture et s'en imprégner. Et c'est bien un signe que cette culture-là, elle est importante dans nos sociétés, mais pour beaucoup d'autres boîtes, en fait. Et c'était beaucoup hyper intéressant. Oui, tu m'as dit que la majorité des clients venaient par referral au bout d'un moment. Exactement. En fait, on a 0 commerciaux dans la boîte. Moi, je suis tech, hein, comme tout le monde. On a juste 2 personnes qui ne le sont pas. Et du coup, enfin, on s'est toujours dit qu'on allait faire des bons produits, les faire bien, mettre vraiment du cœur à l'ouvrage et ne pas avoir de force commerciale. Et donc, quand on fait un bon produit, les gens en parlent. On a des personnes qui arrivent, des nouvelles startups qui arrivent, qui en ont entendu parler. Et donc, on va recevoir en permanence des personnes qui viennent nous pitcher parce qu'ils ont envie d'avoir un produit bien fait aussi, dans un mode qui est sympa. Et donc, on a préféré mettre de l'effort à mieux faire, quitte à parfois passer plus de temps, plutôt que d'avoir une équipe commerciale qui va prospecter et qui n'est pas forcément, on trouve pas forcément le meilleur ambassadeur des valeurs tech que d'aller vendre. Enfin, l'acte de vente est un truc un peu qui n'est pas toujours évident. Est-ce que quelqu'un a une question? On peut rebondir là-dessus, on a le temps. C'est cool. Et enfin, j'aimerais bien que tu nous parles de l'Axe US, comment vous avez ouvert aux États-Unis et comment vous en êtes arrivé à TeamStarter du coup. Ouais, alors en fait, on a ouvert aux États-Unis il y a 4 ans dans une volonté de dupliquer notre modèle, donc de voir si on était capable de l'apporter à San Francisco pour bosser pour des startups là-bas aussi. Et en fait, ça a très bien pris au début. On a commencé à bosser avec pas mal de startups. On a aussi bossé avec Apple sur de la R&D produits, donc on avait vraiment des beaux achievements. En fait, on s'est rendu compte progressivement que le marché de l'emploi devenait complètement fou là-bas. C'est-à-dire que le salaire d'un tech n'est pas du tout corrélé à ce qu'il peut produire dans une société de services. Et donc on arrive à un niveau où on ne peut plus vraiment vendre un niveau de pricing qui permet de payer les personnes là-bas. Et puis on est même venu nous débaucher des personnes et couper les contrats. Donc, ils sont venus nous chercher à Paris, les développeurs. Donc on a un peu arrêté ça. Donc on a plutôt transformé la boîte là-bas en studio de veille. Donc on a une petite équipe là-bas qui fait de la veille et surtout qui a lancé un produit chez nous qui répond à la question de la culture, d'empowerment des personnes. En fait, on a trouvé au bout d'un moment qu'on venait nous chercher, nos équipes venaient nous poser plein de questions, avaient plein d'idées, et qu'à chaque fois, on venait nous voir, nous les associés, pour nous dire j'aimerais bien faire ça. Et puis, du coup, on était vraiment des freins. Ils avaient peur de venir nous parler de leurs idées, parce que c'est toujours intimidant de venir parler, même si on est en train de boire des bières tous les soirs avec eux, c'est quand même intimidant de parler d'une idée à soi. Et en fait, on était des freins à ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait monter une plateforme pour ça. Donc, on a monté TeamStarter, qui est développé aux États-Unis. Et l'idée, c'est un Kickstarter interne à l'entreprise. Donc, c'est une plateforme de financement collaboratif. Nous, on donne l'entreprise 100 € par personne par mois et à chacun des collaborateurs. Et eux ont une plateforme sur laquelle ils reçoivent l'argent et peuvent proposer des projets. Et se financer entre eux. Et une fois que le projet est financé, ils reçoivent une carte bleue prépayée avec la somme et ils peuvent faire les projets. Et donc on va retrouver pas mal de choses. Donc, au début, on pensait vraiment avoir vraiment beaucoup d'innovation au travail. Donc on a eu pas mal de produits innovants, d'amélioration de nos processus, de formation. Et surtout, ça a ouvert la voie à tout ce qui est avantage
dans la vie de l'entreprise. Donc on a beaucoup de team building, des soirées, des événements, des achats de matériel auxquels on n'aurait pas pensé. Et du coup, en fait, il faut vraiment le voir comme une partie du budget de la boîte dont l'engagement est collaboratif. C'est plus nous qui décidons, c'est la totalité des personnes, parce qu'en fait, c'est elles qui, au quotidien, savent dans quoi il faut mettre de l'argent, et en tout cas une partie de l'argent de la boîte. C'est cool. Personne ne va intervenir sur ce sujet. Du coup, je vais faire une relance sur l'empowerment. Elsa, l'empowerment chez vous, c'est un sujet aussi. Tu vas passer le relais. Waouh. Oui, mais moi, on m'a interdit les mots anglais bullshit. Enfin voilà, au niveau de ma boîte, donc du coup, je ne pourrais pas parler de ça exactement. Est-ce que je peux parler de gamification ou de gamification? Qui es-tu, Elsa? Que fait Eleven Labs et pourquoi Eleven Labs? C'est trop cool. Alors, je suis Elsa. Je suis directrice culture et organisation. On n'a pas encore abandonné les titres, nous, mais on va bientôt le faire, parce qu'on commence à avoir des postes qui veulent rien dire. Eleven Labs, c'est une SS2I qui en est fière et où les gens travaillent dans une SS2I et en sont fiers aussi. Rien que pour ça, c'est un peu particulier. Pourquoi c'est cool? Parce que les gens trouvent que c'est cool d'y bosser, en fait. Moi, je suis venue dans cette boîte après avoir dit à mon patron, mon patron qui l'est devenu en tout cas, j'ai pas du tout envie de travailler dans une SS2I, je suis pas là pour bosser avec des marchands de viande qui regardent des mots-clés sur un CV, qui comprennent rien à la technique et qui veulent juste placer des gens pour faire de la marge et du business. Et il m'a convaincu de venir et on a monté quelque chose qui a le même business model, mais qui a une vision des choses différentes, qui se dit juste qu'en fait, une SS2I, dès lors qu'on donne le choix aux gens de leur projet, dès lors qu'on donne la possibilité, comme vous le faites aussi, aux gens de proposer leurs idées, construire la boîte, la créer, la co-créer, la faire évoluer, la faire changer, en fait, c'est juste une boîte où les gens sont libres de changer de projet, de changer de travail, en fait, tout en appartenant à la même société. La différence, on en parlait justement par ici, toujours. Il fallait mettre un micro ici, hein, mais... nous, notre société, à la base, elle est plus en régie, même si ça a amené à pas mal changer. Et donc, en fait, tous nos salariés sont chez des clients. Ça veut dire qu'au quotidien, au jour le jour, ils travaillent avec d'autres collègues pour d'autres projets. On n'a pas de produit en interne. Et donc, tout le challenge pour nous, c'est de dire comment on sent appartenir à une boîte qui n'a pas de produit, chez qui on n'est pas et avec qui on n'échange pas au quotidien. Et ce qu'on a fait, c'est au départ juste petit à petit d'échanger avec chacun d'entre eux par un système très simple qui n'est ni un outil, ni une façon de faire, qui s'appelle la discussion et qui est juste de dire, en fait, si aujourd'hui, pour rester dans cette boîte, il te faudrait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et on a commencé à mettre en place simplement des meet-up, des workshops, des moments d'échange, des moments de discussion, des façons de remonter les idées, mais juste par l'échange et la conversation. Et on a créé comme ça beaucoup de moments d'échange. Et c'est par la suite qu'on l'a gamifié, donc on l'a rendu jeu. Mais en gros, on a créé un système qui est basé sur le house system, ou plutôt, pour être plus simple, le système d'Harry Potter. Les gens, quand ils intègrent la boîte... Ah, tu me dis pas d'anglicisme, mais tu nous dis house system. C'est parti. Oui, mais ça, c'est le vrai terme. Je suis pour rien, c'est les écoles françaises ne fonctionnent pas comme ça. Ouais, mais c'est cool. Mais en gros, quand les gens arrivent dans la boîte, ils intègrent une planète. Parce qu'on est des astronautes, parce qu'on a créé un récit autour de l'image de ce qu'est la boîte et que les gens se le sont appropriés. Donc quand on arrive dans la boîte, on tourne la roue, tout simplement. Et chaque personne qui arrive dans la boîte tourne une roue et intègre une planète qui va être en fait sa maison, qui va être son premier niveau de socialisation. Mais en gros, ils arrivent et ils sont en plus petits groupes. On a 4 planètes comme ça. Et au sein de ces planètes, elles ne se rapprochent pas par de la technique, elles ne se rapprochent pas parce que les gens travaillent déjà ensemble. Non, elles se rapprochent par rien, en fait. C'est des gens qui sont juste rassemblés au hasard et qui sont poussés à échanger alors qu'ils ont en commun que d'être dans la société, mais rien d'autre à la base. Et c'est comme ça qu'on crée des échanges et qu'on crée de la synergie en fait dans la société.
Et après ça, on a mis des points, on a mis pas mal de choses. Et dès qu'on contribue à la boîte, à son ambiance, à sa communication aussi, à sa technique, à échanger les uns avec les autres, à construire les uns avec les autres, ben on gagne des points. Ces points, en fait, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Ils servent juste à montrer à tous les autres de la boîte, ben voilà, notre planète, elle a contribué, elle a fait évoluer la société, elle a permis d'échanger. Et ces points-là derrière vont juste permettre de créer des moments entre eux. En gros, il y a des paliers, et puis les planètes qui arrivent à un certain palier, ben elles vont faire un moment ensemble, un laser game, hein, peu importe, ça peut changer. C'est au choix de chacun. On a des simulateurs de chute libre, enfin, peu importe quoi. Mais l'idée de base, elle est juste de dire, au-delà de mon travail dans une société, quand j'arrive, j'ai envie de contribuer en fait à la boîte, j'ai envie d'y prendre part, d'en faire partie. Et c'est pas forcément par mon travail que je veux le faire, c'est aussi par tout ce qui est à côté en existant en tant que personne dans la boîte. Et alors on peut le voir en côté très gamification, très jeu, très truc à la mode. En vrai, c'est surtout, j'arrive en tant que personne et au-delà de mon travail, on me considère en tant que personne et on regarde ce que je peux apporter en plus à la société. Et c'est ça aujourd'hui, nous, qui nous tient vraiment à cœur. Et on se rend compte que ça permet d'identifier les nouveaux, parce qu'ils tournent la roue, donc on les voit, de les intégrer parce qu'on va venir leur parler plus facilement, de fidéliser les gens parce qu'ils créent des relations les uns avec les autres sans être chez le même client, au même endroit. Et en fait, malgré nous, et parce que c'est aussi un système qui, du coup, vit sans nous, enfin, les gens, ils se revendiquent de leur planète, alors que leur planète, c'est un raton laveur avec du jaune, du gris, et ça s'appelle les Raccoons of Asgard, et ça n'a rien d'autre, mais ils se revendiquent de leur planète, ils veulent pas en changer, ils refusent le mercato. On l'a jamais mis en place parce qu'ils veulent pas. Et on se rend compte que, en fait, en faisant ça, on a créé une culture de boîte et que les gens ils s'y sentent appartenir, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près ça. Tu n'as pas mentionné le Galaxy Meetup encore? Le Galactic Meetup. Galactic Meetup. Oui, alors on fait plein de choses avec les astronautes. Hein, voilà. Comment ça se passe? Ça fait partie du récit. Ça, c'est rien du tout, en fait. C'est juste, c'est tous les mois, on a un meet-up en interne depuis le début de la boîte. Est-ce que tu peux le décrire? Est-ce qu'il y a des animations? Est-ce qu'il y a un déroulé? Ou est-ce que juste les gens se retrouvent et il y a à boire? Aussi, forcément. Mais non, c'est des présentations techniques, en fait. C'est assez... Enfin, ça se voit partout, ça, pour le coup. On n'a rien inventé avec ça. On fait des meet-up en interne tous les mois et il y a une présentation technique. Et après, on boit des coups et c'est le moment où on tourne la roue en particulier et où on fait parfois des challenges entre planètes sur des sujets fun ou techniques, peu importe. Mais pour le coup, ça, c'est plutôt classique. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah, Maëva, s'il te plaît. Bonjour, je me prête au jeu des questions. Est-ce qu'un vieux comme moi adhère à l'aventure spatiale chez vous? Est-ce qu'il y a des questions de génération autour de cette création de communauté? Alors, est-ce qu'il y en a? Non, parce que... Enfin, non, pas du tout. Je ne sais même pas comment répondre à cette question, tellement elle me surprend. Non, on aime les vieux autant que les jeunes. Est-ce que les vieux aiment ça? Aujourd'hui, on a des gens de... Je sais pas, c'est bizarre de dire vieux et de donner des âges, donc on va essayer de rester semi-politiquement correct. Mais non, en fait, les gens, ils adhèrent pas parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas fans parce qu'ils sont jeunes, ils ont pas envie qu'on leur raconte des histoires et qu'on leur fasse vivre des aventures parce qu'ils sont jeunes. C'est juste, soit ils ont envie de vivre des aventures, de partager, de se raconter des histoires, et ça leur conviendra. Soit ils vont trouver ça enfantin, et ça leur conviendra pas, mais ça sera pas vraiment dépendant de leur âge ou de leur génération. Ça sera dépendant du fait de est-ce qu'ils vont bien se sentir dans notre boîte ou pas, en fait. Mais c'est pas une question d'âge. Alors, les grandes entreprises essayent aussi de mettre en place des communautés, mais ça marche pas. Donc il y a quelque chose derrière. Vous avez des recettes qui permettent que ça fonctionne. J'aimerais bien, parce que je pourrais avoir l'air intelligente et théorique et marketing, mais en fait pas trop. Non, je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'avant de faire cette conf, la boîte, elle a vécu 7 ans, et c'est la première fois qu'on en parle en public. C'est qu'en fait, on n'en parle pas. On le vit d'abord, on crée ça en interne,
Et les gens nous font en parler. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous voir, en effet, des grosses boîtes, pour essayer d'implanter ça chez eux. Je ne peux pas leur garantir que ça va marcher, parce qu'il faut que chacun se raconte son histoire et qu'elle corresponde en fait à la culture de boîte. Nous, on a créé la boîte, je vais vous dire, on s'appelle Eleven Labs. Notre logo, c'est une fusée. À la base, on ne s'est pas amusé à appeler ça des Galactic Meetup et à mettre des astronautes partout. C'est parce qu'on avait un logo fusée que nos devs se sont mis à s'appeler les astronautes en fait. Et du coup, c'est venu de là. Et la com derrière et le champ lexical est arrivé après. Parce que les gens se le sont racontés d'abord. Je pense que les gros groupes, le problème, c'est qu'ils arrivent, ils mettent des fusées, des astronautes, et les gens ne comprennent pas ce que ça vient faire là. Elsa, Eric veut te poser une question. Oui, en fait, la question, c'est peut-être plus... y a des entreprises comme les nôtres, je pense, où les personnes sont plus écoutées, ont le droit de s'exprimer, de proposer des choses, et du coup, ça se fait. Alors que nous, on accompagne aussi quelques grandes boîtes, justement, sur leur transformation, pour utiliser le bullshit word, mais c'est ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il n'y a pas de capacité à prendre de l'initiative, parce qu'en fait, elle n'est pas écoutée par un management au-dessus qui ne le comprend pas. Et donc, tous les délires, l'imaginaire qui peut être créé par les équipes et leurs envies n'est pas écouté, donc ça ne se fait pas, en fait. Et je pense que chez Eleven Labs, vous le faites, et c'est comme ça que ça se crée, parce que les gens s'écoutent. La question qu'il faut se poser, c'est quel élément fondateur de la culture, en fait. Nous, on s'est pas mal posé les questions au tout début. En fait, c'est compliqué de caler une culture après la création. Et donc, ce qui fait le ciment des boîtes comme les nôtres, c'est une envie d'avancer ensemble autour de trucs qui sont hyper forts et hyper phares, quoi. Voilà. Ça va me permettre de rebondir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les planètes n'ont pas d'objet en dehors de l'objet social. Et chez vous, vous avez des squads. Et les squads ont un objet. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, Benoît, est-ce que tu peux présenter The Tribe et nous parler des squads? Ouais, très bien. Donc nous, on a monté The Tribe autour d'une idée essentielle qui est on est des techs et on veut résoudre des problèmes business en codant. Et en fait, c'est vraiment les deux qui nous intéressent. Enfin, on adore la tech, mais la tech pour la tech, ça nous convient pas en fait. On est une boîte résolution de problèmes et en interne, on fonctionne beaucoup comme ça autour de modèles, de méthodes de résolution de problèmes. Donc c'est ça qui nous anime, et c'est ça qu'on voit à nos clients, c'est le tech oui, mais pour aller très rapidement résoudre vos problèmes business, quoi. Donc on utilise deux méthodes qui sont assez populaires, qui sont Lean Startup et Scrum, et on essaie aussi de s'appliquer ça en interne pour faire bouger la boîte. Après, on a un modèle on a une valeur hyper forte qui est la progression, et donc on pousse pas mal nos développeurs à progresser. En gros, un des discours qu'on a en recrutement, c'est « Ok, viens chez nous, mais qu'est-ce que tu veux faire pour progresser ?» Viens chez nous pour jouer avec des gens qui sont plus forts que toi sur certains points, et en fait, on va se compléter, on va s'aider à progresser, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est important. Et pour progresser, donc, pour répondre à tes questions, pour progresser collectivement, on a mis en place des groupes qu'on appelle des squads, qui sont très différents de tes squads à toi, qui en fait travaillent sur des sujets qui sont transverses et qui font progresser la boîte. Donc on a une squad sur la progression individuelle. Donc c'est comment on arme la boîte pour aider tout le monde à progresser. On a une squad sur le recrutement qui nous permettent d'être meilleurs et d'améliorer notre visibilité auprès des gens dont les valeurs les correspondent. Enfin, nos valeurs leur correspondent. On a une boîte qui travaille sur la communication externe, une boîte qui travaille sur la cohésion. Quand on a monté The Tribe, en fait, un truc qui était très important pour nous, c'était de vivre une aventure en commun. Et donc, on réfléchit pas mal à ces questions de comment on peut tous être dans la même barque, faire bouger le navire ensemble, quoi. Ah, j'ai rien fait, hein. C'est pas moi. Je remarque que le cadreur prend une chaise. Je trouve ça fantastique. Bravo pour le cadreur. Pas de réaction? C'est cool. Pour le cadreur, quelqu'un a une question pour le cadreur? Non. Ok. Vous avez mis en place aussi des parcours collaborateurs. Ce qu'on appelle aussi en anglais les career framework, spécial dédicace pour l'anglicisme. Qu'est-ce que les parcours collaborateurs chez The Tribe? Donc la proposition de valeur qu'on a pour un dev, c'est viens pour devenir CTO en 3 ans.
Donc bon, c'est un peu pavé dans la mare, un peu provoque, mais on croit vraiment à la progression et on veut armer chaque dev pour devenir CTO d'une boîte, d'une startup ou alors d'un bureau de The Tribe. On pourra peut-être en parler de notre modèle de développement. Donc c'est ça. Donc en fait, on a mis en place une grille de compétences qui nous permet de donner une visibilité sur ce que sur un framework de progression qu'on attend. Après, bon, il y a des choses qui passent en dehors du framework et on revoit sans arrêt notre grille, mais on a remarqué que c'était important de donner de la visibilité sur ce dont nos clients avaient besoin, les tech phares qui étaient utilisés et ce sur quoi il fallait absolument qu'on aille. Donc, en gros, ça marche par des niveaux et puis par des grandes briques. Et il y a des briques qui ne sont pas communes à d'autres boîtes qui font la même chose que nous. On travaille pas mal sur le leadership. Enfin, on considère que en fait, un dev ne doit pas juste coder, il doit challenger le client, il doit exprimer ses convictions. Donc on travaille pas mal là-dessus. C'est un combat de tous les jours. Kevin a une question. Alors, tu dis, on a un parcours de progression interne qui nous permet de faire qui promet aux développeurs, en tout cas, d'être CTO en 3 ans. 2 questions là-dessus. Alors, ça promet pas, mais c'est en gros, c'est ce qu'on. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, 3 ans, c'est ce qui est affiché, mais ça peut être 5 ans. Les 2 questions, c'est 1, est-ce que ça marche, que ce soit en 3 ou 5 ans, et 2, une fois que le développeur est monté en compétence et à ce niveau-là, est-ce qu'il reste chez vous? Alors déjà, bon, on a peu de recul. Hein. Enfin, on est une boîte qui a 3 ans et on est 30, donc on est petit et on essaie de faire humblement les choses et de faire avancer notre schmilblick un peu au fur et à mesure. Je vais répondre à la deuxième question avant de répondre à la première. En gros, l'idée, c'est que chez The Tribe, on croit vraiment qu'on ne peut pas rester une boîte avec un esprit de tribu fort, si on est 200 sur un site. Donc en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait avoir un développement géographique par bureau de 50 personnes max pour que tout le monde se connaisse. Et donc du coup, en gros, une des propositions de valeur de deviens CTO en 3 ans, c'est tu vas guider ta tribu locale et tu vas devenir CTO de la tribu locale qu'on va fonder et on va t'aider du coup à avoir toutes les compétences. Donc en fait, c'est aussi dans une perspective de développement qu'on fait ça. Et puis après, si les gens partent ailleurs, écoute, on est assez flex là-dessus. Pour le moment, on a assez peu de départs, mais c'est voilà. Et après, en gros, l'idée, c'est que, pour répondre à ta première question, hein, c'est que on veut que les gens chez nous aient un profil complet qui soit aussi un peu axé business, produit et leadership. Et ça, c'est un truc qui est important parce que c'est ce qu'on voit à nos clients. Donc, il faut cocher un peu les cases qui sont essentielles. Et puis après, il y a des gens qui ont des appétences plus pour telle ou telle chose, et donc on leur permet aussi de faire ce qu'ils aiment, quoi. Puis dans le fond, si les collaborateurs se sentent libres de partir et qu'ils restent, c'est qu'ils sont bien ici, quoi. Ouais. Si tu leur donnes les moyens de partir, c'est une bonne idée. C'est cool. Est-ce que vous avez des réactions? Un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, Benoît, du coup, c'est le télétravail. Vous en faites beaucoup et vous avez dû mettre en place des guidelines. Comment ça s'est passé? Quels sont les guidelines? Alors, je ne sais pas si on en fait beaucoup. On a de plus en plus cette problématique-là. En fait, on a des devs je pense à une personne qui habite à Vannes et on est à Nantes. Donc, du coup, c'est un sujet qui vient naturellement. Le télétravail, c'est un vrai enjeu pour nous parce qu'on veut permettre de la liberté à nos salariés, mais on veut rester une tribu. Et donc, il y a des moments où il faut être ensemble pour vivre l'aventure en commun. Donc, en avançant, en fait, on s'est rendu compte que c'était important. Il y avait des moments dans la semaine chez The Tribe qui étaient hyper forts et qui c'était important de les partager en physique. Donc, on impose, on a quelques petites règles sur le télétravail, c'est d'être là le lundi parce qu'on a un événement de boîte qui a lieu à 12h30, qui est en fait un point où chacun peut raconter un peu ses nouvelles et sur lesquels on aborde les événements de la semaine, ce qu'on va faire, les grandes nouveautés, etc. Et le vendredi où on a un talk technique et on a la revue des burn down charts, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros on fait un point plus opérationnel sur les projets en cours et ce qui merde, en transparence. Donc, et le reste du temps, c'est assez open. Si ça ne va pas en conflit avec les projets. Et donc, du coup, comme on est une boîte avec pas mal de rituels, on fait du Scrum. Et donc, on a une demi-journée chaque semaine avec nos clients. Donc, il faut être là. Donc, on essaie de les caler le lundi et le vendredi pour que tout le monde soit là. Ouais, exactement. Et le reste, ça peut être ailleurs.
Bonjour. C'est parce que je joue à l'allumer et l'éteindre tout le temps. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, c'est lundi et vendredi à la boîte. On va clore le sujet sur le télétravail et sur Benoît tout court. Parce que si quelqu'un veut parler, qu'il se taise maintenant, on voit jamais. C'est cool. On va passer à Kevin. Du coup, tu prends le micro rouge, Kevin. Bonjour. Alors, il a pas besoin de questions. Il n'y a pas besoin de questions, c'est très bien. Letiel.com, du coup, c'est une boîte qui est une SS2I, clairement. On a deux pôles, un pôle avec des développeurs qui vont principalement en régie, pas que, mais qui font de la presta pour les clients, et un pôle expertise où on fait principalement pour des grands comptes, la formation, l'expertise, l'audit, etc. On a créé la boîte à 3 il y a 7 ans. On était des freelances, on était des gens qui ont fait beaucoup de SS2I, et des gens qui ne voulaient plus travailler dans les SS2I, pour toutes les raisons qui ont été évoquées en début de sujet, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on bosse, parce qu'on ne tire pas les bénéfices du travail que l'on effectue, parce que c'est des projets qui sont souvent merdiques, souvent pompiers, et qu'on en tire peu les fruits. Du coup, on s'est dit qu'on allait créer une structure qui fait comme une SS2I, mais qui va essayer de régler les deux problèmes fondamentaux, qui sont problèmes fondamentaux dans le monde de l'informatique, mais plus généralement au niveau de la plupart des sociétés commerciales. De toute façon, la répartition des richesses, et 2, les prises de décision. Donc la société qu'on a créée, on l'a fondée sous statut de SCOP. Donc c'est une SARL avec un statut spécial, statut de coopérative, qui implique plusieurs choses. La première, c'est que l'ensemble de la société, elle appartient aux salariés. C'est-à-dire que tous les salariés chez nous ont des parts dans la société. Et la société n'appartient que aux salariés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'associés externes, il n'y a pas d'actionnaires externes, il n'y a pas d'investisseurs. La société appartient entièrement aux gens qui travaillent dedans et que aux gens qui travaillent dedans. Quand on part, on est obligé de revendre ses parts de la structure. Le deuxième point important, c'est que c'est une société qui est autogérée. Ça signifie que toutes les décisions importantes sont prises en commun. Il y a un gérant, parce que c'est une obligation légale, qui peut mettre son veto, qui peut aussi partir, mais il peut être démis de ses fonctions par l'ensemble des salariés dès qu'il le souhaite, dès qu'il ne va plus respecter la volonté collective finalement. Et ensuite, sur toutes les décisions stratégiques, par exemple chez nous, on a une réunion par mois où sont revus les comptes, où sont revus les embauches, où sont revus les salaires de chaque personne. Tout est discuté collectivement et toutes les décisions sont prises ensemble, au consensus quand c'est possible, sans quoi on vote, on tranche. Et le dernier point, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire que les salaires sont à peu près les salaires marché qu'on va trouver chez vous, chez les autres SS2I. Et forcément, quand on vend un TJM, un développeur, un TJM entre 3 et 700 euros par jour, un consultant, c'est entre 500 et 1500 euros par jour, suivant l'expertise, suivant le niveau d'expertise. Le salaire, c'est jamais quelque chose d'assez comparable. Ça signifie que l'entreprise engrange énormément de bénéfices sur le travail qui est produit par les gens qui bossent dedans, qui bossent dans la structure. Du coup, la manière simple de faire en sorte que les gens savent pourquoi ils travaillent, c'est que les fruits de ce travail leur reviennent en fin d'année. Alors, la manière dont fonctionnent les coopératives, et chez nous en particulier, c'est que tous les bénéfices en fin d'année, on en garde 15 à 30% suivant les années pour investissement, recrutement, sécurité, etc. Et tout le reste, c'est partagé à part égale entre tous les salariés. Par exemple, chez nous, on est 30, et sur l'année 2017, on s'est réparti 11 000 euros chacun en fin d'année, qui est le fruit du travail quotidien. Du coup, on essaye de mettre au quotidien, on essaye de mettre en place des modes de fonctionnement ouverts, coopératifs, démocratiques, mais on est quand même dans un métier qui est technique. Du coup, sur l'opérationnel au quotidien, l'expérience, l'expertise, ça compte toujours et finalement, c'est le plus expérimenté qui a été mandaté par l'ensemble des coopérateurs pour assumer le rôle de CTO, de chef de projet, de directeur technique, qui va trancher s'il y a un problème technique. Par contre, sur les décisions plus générales pour l'ensemble de la structure, on considère que 30 cerveaux, ça vaut mieux qu'un, et qu'ensemble, on peut réussir à faire des choses, on arrive à faire des choses comme Internet, où on est des très gros contributeurs à tout un tas de logiciels libres qui sont très très utilisés. Du coup, on peut aussi gérer une société, finalement, c'est peut-être plus simple que ce qu'on fait au quotidien, et peut-être que si on le fait ensemble, on le fait mieux. Jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Voilà. Du coup, la première relance que j'avais, c'était vous faites une journée par semaine à l'agence. Alors, de par le fait qu'on ait une SS2I, on a tendance à faire beaucoup de régie. Ce n'est pas le cas pour tous les projets. On a des gens qui travaillent de chez nous, on a des gens qui travaillent en remote, on pratique aussi le télétravail quand c'est possible, on a
peu près ces mécaniques-là. Mais ce qu'on impose aux clients, même quand c'est des projets importants où il faut être avec d'autres équipes chez les clients en expertise ou autre, c'est qu'il y a toujours une journée par semaine qui est faite chez nous pour 2 raisons. Déjà, comme un peu vous tous, pour la cohésion d'équipe, parce qu'il faut se connaître, parce que pour décider et gérer une boîte collectivement, forcément, il faut savoir ce qui s'y passe, il faut que tout soit transparent, il faut qu'il y ait du feedback sur les autres projets, etc. Et puis aussi parce qu'on a une bonne équipe et que même pour le client, avoir des gens qui reviennent dans l'agence 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et qui peuvent échanger avec les autres coopérateurs pour savoir quels sont les problèmes qu'on rencontre sur le projet, qu'est-ce que nous, on a dans notre équipe, qu'est-ce qu'on a connu, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a comme solution qui pourrait aider, finalement, ça permet de trouver des solutions qu'on n'aurait pas en restant enfermé dans le projet, en n'ayant pas le feedback des autres. Donc ouais, effectivement, on essaye d'imposer aux clients, qui est toujours au minimum une journée par semaine qui est passée en commun avec tous les gens de l'équipe. Moi, j'ai une question sur le mode d'organisation. En fait, en gros, je suis un grand admirateur de la cause, et puis ils font un énorme boulot. Ils ont monté API Platform, si vous connaissez. Et du coup, c'était la petite pub pour le copain. Moi, la question, le truc qui m'interroge, c'est que parfois on a besoin de prendre des grandes décisions, et que c'est des décisions qui ne font pas forcément consensus. Et du coup, en fait, ce que j'ai entendu, j'ai lu pas mal de bouquins sur les coopératives, et un truc qui revient un peu à chaque fois, c'est que pour les grandes décisions qui ne font pas consensus, où il y a 50-50, ou pire, un tiers, ça avance pas en fait. Du coup, c'est des non-décisions, et du coup, ça grève un peu la capacité à s'adapter, à bouger. Alors, c'est vrai que ça peut être un problème, et c'est pour ça qu'on est super vigilant au moment des recrutements. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus des centaines pour le moment, et que peut-être que c'est pas un modèle qui peut, où on peut embaucher 100 personnes d'un coup. Je pense qu'on peut être 100. Pas d'un coup. Le truc, c'est qu'il faut bien sûr des bons développeurs, mais il faut aussi des gens qui s'investissent dans la structure, qui soient prêts à décider, qui soient prêts à avancer, qui soient prêts à prendre les responsabilités qui incombent au statut. C'est très rare, au final, que ce genre de situation arrive, et quand ça arrive, c'est généralement pour des choses qui sont assez désagréables. Mais ça veut dire aussi que de toute façon, tu restes une société commerciale, tu as une pression économique, une pression des clients, etc., comme toute société commerciale, et qu'à un moment, il faut trancher. Les sociétés coopératives, tu peux décider comment régler ce genre de situation dans les statuts, comme dans toute société commerciale. Du coup, nous, pour qu'il n'y ait pas de blocage, on décide à la majorité simple, c'est-à-dire qu'on recherche le consensus. Si on n'y arrive pas, on vote, on tranche. À la majorité simple. Et qu'est-ce qui se passe si toi, le fondateur, qui a eu la vision, qui a impulsé en fait tout ce que tu voulais faire de cette boîte, et t'es pas d'accord avec la décision qui est prise? Alors, on était 3 du départ, mais ça, du coup, c'est le principe des coopératives. L'idée, c'est que l'outil de travail, une fois qu'il est créé, il est autonome. C'est-à-dire que c'est une structure qui peut perdurer après le départ de ses fondateurs, et dans lequel tous les nouveaux arrivants vont s'impliquer, vont avoir le même pouvoir de décision, c'est le principe de la démocratie de toute manière, que les gens qui étaient là auparavant. Donc si à un moment des gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est eux qui l'emportent. Et si moi ça ne me convient pas, j'ai 2 choix, soit ils l'emportent et puis on passe à la suite, soit je quitte. Mais c'est un truc qu'il faut assumer dès le départ quand on rejoint ce type de structure. J'ai une question sur la valorisation des parts quand les personnes quittent l'entreprise, parce que quand vous avez commencé à 3 et aujourd'hui l'entreprise a dû prendre énormément de valeur, et quand il part, est-ce qu'il revend au reste au prix de la valorisation théorique ou au prix d'achat initial, ou en fait, comment ça se passe? C'est pas très évident. Alors, là, je vais pouvoir te répondre que pour nous, parce qu'en fait, le statut coopératif ne t'impose pas la manière dont tu fonctionnes, et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Nous, jusqu'à présent, on revend au prix de départ, et le nombre de parts est limité. C'est-à-dire que quand un nouvel associé entre dans la structure, il est obligé de prendre des parts dedans, et il est obligé de prendre l'équivalent de 2 mois de salaire de parts dans la société. Et ça peut être une somme d'argent importante. Du coup, il y a un mécanisme qui est prévu par les lois coopératives. En fait, il y a 1% du salaire qui va être prélevé sur le brut tous les mois, jusqu'à arriver à ces 2 mois de salaire. Donc l'idée, c'est de répartir. C'est pas forcément complètement égalitaire pour le moment, mais à terme, en tout cas, l'idée, c'est que ce soit un peu lissé, la répartition des parts. Et du coup, pour le moment, chez nous, on revend au prix d'achat, chose qui n'est pas figée. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut se décider. Si à un moment, la société prenait beaucoup plus de valeur, on pourrait décider de réévaluer la valeur des parts. Ok, les questions dans le public. Alors, Maëva, tu feras venir le micro au 3e rang après. Ouais, je monopolise. Alors, j'apporte un complément. Une revente de parts en coopérative, c'est basé sur une valeur de la société actualisée.
ça n'est pas un prix négocié, en aucun cas, ça ne peut pas être un prix négocié entre le vendeur et l'acheteur. Voilà. Donc il n'y a pas de culbute dans une coopérative. À la revente. D'accord. Cool. La question. Oui, bonjour. Tout à l'heure, tu disais que les salaires, ils étaient indexés sur les prix du marché. Ouais, ils sont similaires. Similaires. Ouais. Et est-ce que ça vous est déjà... vous avez posé la question de faire le salaire unique? Je connais une entreprise où ils font ça, le salaire unique. Tout le monde a exactement le même salaire. Est-ce que vous avez posé la question? Ouais, alors quand on a créé la structure, c'est ce qu'on a fait. On avait un salaire qui était exactement le même, ce qui marchait bien quand on était 3, ce qui marchait un peu moins bien quand on était 5. Et là où s'est posé vraiment le problème, c'est quand à un moment, tu recrutes un... Enfin, au départ, on était sur des gens qui avaient un niveau très très similaire et sur lequel ça posait pas trop de soucis. Au bout d'un moment, on a voulu recruter des gens un peu plus experts, qui avaient plus d'âge, plus de crédit, plus de voitures à payer, plus de famille, plus d'enfants, etc. Et qui acceptaient pas forcément d'avoir un salaire très bas, même si la prime en fin d'année était élevée parce que le crédit, il tombe tous les mois et c'est difficile. Donc ça posait des gros problèmes en termes de recrutement. Et à l'inverse, on se posait toujours la question avant d'embaucher les développeurs juniors qu'on allait devoir former, parce que si tu les payes au salaire unique, c'est un investissement qui peut être très coûteux et qui favorise l'entre-soi technique et d'avoir un niveau qui est très très homogène et qui empêche la formation. Du coup, on a changé ça assez rapidement dans la vie de la structure. La répartition des bénéfices, on considère que tout le monde s'investit autant et que du coup, de toute façon, quand tu es actionnaire d'une boîte, c'est pas en fonction de ton travail que tu es rémunéré, donc ça, on le répartit à part égale. Par contre, sur les salaires, c'est plafonné. Alors, je sais plus la règle exacte, mais c'est le salaire le plus haut peut pas être supérieur à 3 ou 5 fois, je sais plus, le salaire le plus bas, mais c'est plus, on est revenu sur les salaires égaux parce que c'était très très compliqué pour recrutement en particulier. Merci. Nous, on s'est posé la même question. Au début de la boîte, on faisait 2500 € net par salarié, plus on avait un modèle au quart de la marge. On reversait tous les mois le quart de la marge. En fait, on a vu que c'était très compliqué et très inégalitaire, en fait. Et donc, du coup, on est parti sur notre grille de compétences, là. Donc, suivant ton niveau dans la grille, tu as une rémunération qui est différente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé une partie de la marge. Alors, on n'est plus à 25%, on est à 20%, mais on est sur la marge journalière. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact quand tu pars en vacances, par exemple, que tu détruis ta marge mensuelle. Et du coup, tu perçois quand même le cumul de tes marges journalières, quoi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est sur des niveaux qui ne sont pas comparables aux vôtres. On n'est pas à 11 000 € de prime, mais on est aux alentours de 5 à 6 000 par an. Tiens, une question à laquelle vous pouvez... Ah oui, ouais, tu m'as oublié. Excuse-moi, je t'ai oublié. Moi, j'avais une question pour Kevin. Du coup, le principal levier de motivation des gens qui veulent vous rejoindre aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir les 11 000 € à la fin de l'année? C'est aller sur des projets sur lesquels ils vont pouvoir monter en compétence? C'est être à côté de toi pour te voir faire API plateforme et t'aider si possible? Non, mais c'est quoi? Alors, en fait... Je vais juste ajouter un truc, juste avant que tu répondes, pardon. C'est... on a tous du mal à recruter des développeurs. On est tous dans cette situation-là. La maturité de certains aussi pose beaucoup de questions. Vous, par rapport à toute l'organisation que ça peut demander, l'investissement personnel, organisationnel et administratif aussi que ça peut demander derrière, comment vous gérez ça? Ok, donc j'ai essayé de répondre dans l'ordre. Alors déjà, il y a quand même une différence assez importante entre les gens qui veulent nous rejoindre et les gens qui nous rejoignent. C'est-à-dire que quand on fait les entretiens d'embauche, les deux choses qu'on va regarder, c'est bien sûr le niveau technique, comme nous tous, je pense, mais aussi l'adaptation avec le reste de l'équipe. Est-ce que ça va coller pour prendre les décisions ensemble, parce que c'est extrêmement important. Et est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé pour participer à ces prises de décision, pour regarder aussi, avoir à intégrer quelques notions de compta, de gestion, de leadership, etc. Et du coup, forcément, pour venir chez nous, il faut avoir un profil qui est un peu mixte, ce qui est un gros frein, bien sûr, en termes de recrutement, où il faut être bon techniquement. Et en plus de ça, il faut vouloir s'investir dans la gestion d'une société coopérative. Alors, les gens qui postulent, il y en a, je dirais, de 3 catégories. Déjà, on a beaucoup de gens qui étaient freelance ou CTO ou des postes assez élevés, mais quand même beaucoup de freelance qui, dans les coopératives, voient un moyen d'avoir la même liberté, la même voix au chapitre, la même transparence que quand tu es indépendant, mais en même temps d'avoir une sécurité, un groupe qui est beaucoup plus important. Le deuxième gros moteur, y compris de développeurs juniors, c'est des gens
qui ont déjà pratiqué l'autogestion autre part que dans le travail, dans des syndicats, dans des clubs de foot, et du coup qui sont très intéressés par qui ont déjà pratiqué ce type d'organisation et qui sont très intéressés pour le faire de par le travail. Et nous, c'est des profils qu'on aime beaucoup parce que même s'ils demandent de la formation techniquement, souvent c'est des gens qui sont très très autonomes et qui vont très vite s'adapter et très vite être efficaces, aussi bien pour la partie gestion que pour la partie technique, le boulot quotidien, on va dire. Et puis le dernier levier, effectivement, c'est aussi des gens qui sont plutôt intéressés pour la montée en compétences techniques, donc je pense un peu comme chez vous, pour vraiment les choses un peu plus proches de ce qu'on fait en termes de tech, et qui en même temps ont découvert ce modèle de fonctionnement-là en s'y intéressant, en regardant ce qu'on fait, et qui veulent tenter l'expérience. Et c'est aussi des profils qu'on prend parce que même si c'est finalement ceux qui partiront peut-être le plus tôt, c'est aussi ceux qui vont pouvoir se faire une expérience de ce type de fonctionnement et pouvoir le répandre ailleurs dans d'autres sociétés, créer des structures coopératives, ce qui est déjà arrivé. On a un ancien coopérateur qui est parti en très bon terme et qui a créé sa propre coopérative, ce qui est des choses qu'on trouve super, quoi. Voilà. Et du coup, la deuxième partie de la question, je me souviens plus ce que c'était. Le levier en fait, principal des gens qui viennent chez vous, ça t'a répondu, mais c'était pour la partie organisationnelle et administrative un petit peu derrière. Ouais, alors gérer une boîte, c'est compliqué. Et une coopérative encore plus, parce qu'il y a tout un tas de lois particulières pour ça. Alors, la maturité que ça demande aussi, quoi. On est super bien accompagné par un organisme qui s'appelle la Confédération Générale des Scopes. En fait, c'est un organisme qui fait de la veille juridique, de l'accompagnement financier et juridique et du lobbying pour les coopératives qui appartient au mouvement coopératif. C'est-à-dire que toutes les Scopes de France ont cet organisme-là et qui ont des consultants qui sont vraiment très très bons et qui font aussi bien, qui accompagnent aussi bien sur les volets juridiques, financiers, sociaux, etc. Donc ça déjà c'est très important. Et ensuite, chez nous, on est une boîte qui est très orientée tech. On est 30. On a 27 développeurs sur les 30, et sur les 3 qui restent, il y a une personne qui est spécialiste de ça et qui s'occupe de tout ce qui est juridique, social, etc., à temps complet. Voilà. C'est pas le gérant, en l'occurrence, il applique les décisions qui sont prises collectivement, mais bien sûr, entre avoir l'image de ce qu'on veut faire et puis l'implémenter dans les détails, c'est comme pour la technique, c'est un métier, ça s'apprend, il faut des compétences particulières, donc on a quelqu'un qui est dédié à ça. Mais il y a une question dans le fond. En attendant, je vais vous lancer un sujet. Là, pour l'instant, vous avez parlé énormément de ce que vous avez fait, de qui vous êtes en tant qu'entreprise. Chacun, personnellement, vous m'avez aussi dit au téléphone des choses que vous aimeriez changer dans la boîte ou des choses que vous aimeriez mettre en place. Est-ce que, si vous voulez prendre la parole chacun à votre tour, et pas au nom de l'entreprise, personnellement, qu'est-ce que vous voudriez changer dans la boîte ou améliorer dans la boîte? Alors moi, je pense qu'Eric, tu m'as dit le moins sur le sujet. Je vois ta réaction, c'est pas forcément là où tu étais le moins à l'aise. Nous, tu parleras peut-être en dernier. Moi, c'est une question qui m'a été posée là. En ce moment, on fait pas mal d'entretiens de recrutement et il y a un candidat qui m'a dit ça, qui m'a dit en fait, dans ta boîte, qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Moi, je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, ce qui me fout la boule au ventre, c'est quand on bosse pour un client et qu'on lui apporte peu de valeur. Et donc c'est un truc qui fait l'ADN de notre boîte et que je veux vraiment garder. Le jour où j'ai un client pour lequel on a facturé cher, parce que le dev ça coûte cher, et qu'on lui a pas apporté de valeur, et ben ça c'est un truc qui me rend fou en fait. Et je me bats tous les jours pour ça. Est-ce que en fait on a shippé un produit qui apporte de la valeur aux utilisateurs finaux? Est-ce qu'on a réussi à résister un peu aux vanity features de notre client qui étaient faites pour lui faire plaisir et qui en fait lui apportent pas de valeur finale? Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'on est en train sur lequel on bosse pas mal avec une squad qui s'occupe de ça. Alors, de mon côté, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer chez nous. Et en fait, depuis la création et de par le modèle, on a commencé petit, on est maintenant un peu plus gros, même si on est loin d'être énorme. Et on a parlé tout à l'heure des salaires sur lesquels on a changé. Et du coup, on ne gère pas de manière coopérative une boîte à 3 pareil qu'à 30. Et du coup, on a un process où on change tout le temps notre modèle de fonctionnement. On essaye de l'adapter, que ce soit aux nouveaux enjeux clients, ou comment on va faire pour gérer démocratiquement une structure quand on grossit, comment on va investir, problème qu'on n'avait pas au départ, vu qu'on a créé la boîte avec 1000 €, maintenant on a des comptes un peu plus gros, donc voilà. Et du coup, on a des process et on a des réunions très fréquentes où tout le monde met sur la table ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer, et on essaye de changer au fil de l'eau le processus, d'être toujours un petit peu en mutation pour s'adapter à ça. Et du coup, on encourage le changement, en l'occurrence.
De notre côté, je pense que ce qu'on aimerait bien faire avancer pas mal, c'est en fait, on a quasiment que des profils tech et du coup, on n'a pas de compétences non tech. Ou en tout cas, les gens en ont et les développent. Mais en fait, c'est un gros enjeu de réussir à développer. Je pense que c'est ce que tu en parlais aussi de la question du produit. On fait de la tech pour du business à la fin. In fine, on veut qu'un produit fonctionne commercialement, qu'il y ait des utilisateurs, qu'on voit des pubs dans le métro, qu'on en soit fier. Et il n'y a pas que de la tech. Et comprendre les enjeux du client, vraiment être pour ça qu'il vient chez nous et qu'on en parle beaucoup avec eux. Et nous, ce qu'on est en train d'essayer de bosser, c'est une boîte de tech a toujours plein de métriques tech. Et donc on sait exactement, on a nos burn down, on a tout, on a les niveaux de qualité, on sait tout. En revanche, ce qu'on a rarement, c'est tous les indicateurs métiers de réussite. Et donc c'est ce qu'on commence dès le début des relations. On les demande donc, qu'est-ce qui ferait que ton business serait un succès et sur quoi on va devoir batailler et atteindre des bons indicateurs. Et je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est de réussir à ce que ce soit vraiment culturel et que chaque jour les équipes regardent ces trucs-là aussi et que ce soit pas juste dans des rituels et que du coup ils s'intéressent aussi à d'autres choses. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en particulier sur l'UX où on pense qu'une grosse partie de l'UX peut être faite par des techs, par des ingés parce qu'ils sont devant des interfaces tous les jours et que sont des power users aussi de ces interfaces-là. Alors, moi par rapport à ça, mais je pense aussi qu'on a un positionnement différent parce que je ne suis pas du tout technique. Après, ça va faire un petit peu pied dans le plat, mais tech, c'est un métier, puis il y a d'autres métiers qui sont des métiers aussi, qui sont bien parfois quand ils sont faits par les gens dont c'est le métier. Et je pense que c'est aussi important de se dire, enfin, on parle des nouveaux services IT, des devs, les devs, on a du mal à les recruter, les devs, ils sont importants. Je suis désolée pour les devs, mais en fait, les autres gens aussi. Et c'est hyper important dans les boîtes, si on commence à se dire, et si on traitait tout le monde comme on traite les devs, comme s'ils étaient aussi durs à recruter, aussi importants, aussi clés dans l'entreprise, et comme si on allait passer autant de temps à s'occuper d'eux, parce qu'en fait, c'est eux qui font que les devs dans la boîte se sentent bien, c'est eux qui font que les clients se sentent bien, c'est eux qui permettent, enfin en tout cas, je sais chez nous, parce qu'on a beaucoup de fonctions support, c'est eux qui véhiculent et qui font le lien aussi entre les devs en ayant un recul sur le métier des devs, tout comme les devs ont un recul sur le nôtre. Et c'est aussi dans ces échanges-là nous, on apprend beaucoup. Et je sais qu'on essaye de favoriser ça le plus possible. C'est vraiment comment juste déjà échanger entre nos métiers et partager entre nos métiers et pas juste... Et moi, j'ai eu ce travers énormément au début de la boîte et c'est aussi pour ça que j'aimerais changer. C'est ce côté, on est au service des devs. C'est génial, je les adore, mais c'est pas que ça en fait. Ce serait bien si on avait aussi ce système d'être en fait juste au service des gens et de se dire tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Et un autre chose, moi ce que je veux changer dans la boîte, 1 milliard de trucs. Enfin, on a plein de trucs à faire, plein de choses à... Coucou patron. Non mais il y a plein de choses à faire évoluer et de gens à faire évoluer, à faire grandir, de choses à créer. Je pense que si on se présente comme ça, si on parle de ça, c'est qu'on a vachement envie de faire évoluer les autres boîtes aussi. Pas forcément comme nous, hein, on n'a pas du tout la science infuse, on n'a pas les meilleures solutions, mais juste que les gens se posent les mêmes questions que nous, comment on fait évoluer les gens, comment on crée d'autres systèmes, comment on se pose et on se dit comment on améliore le quotidien des gens qui bossent. Ok, on bosse pour de la thune, ok, nos boîtes elles font de l'argent, mais au final, si on y va avec le sourire et si on est content de ce qu'on fait et si les gens ils évoluent, ils grandissent et qu'ils vont, comme tu disais, dans d'autres boîtes après et qu'ils exportent le modèle et qu'ils ont appris quelque chose et qu'ils vont l'apprendre ailleurs, c'est ça qui est top. Donc c'est aussi ça que j'aimerais, c'est que se dire ok, on va essayer juste de faire grandir ça et que les autres boîtes elles aient aussi leur atout, leur nouveau service IT ou non, leur culture et leur manière de penser le travail, quoi. C'est cool. Il nous reste 3 minutes pour ta question. Ouais, j'avais un peu plus de questions, mais bon, on va essayer de se limiter. Vas-y. Moi, je suis un ancien de SS2I, donc ça date des années fin des années 80, début 90, et je m'aperçois que, hors la volonté d'être beaucoup plus collaboratif, je vois pas trop ce qui a changé finalement en termes de nouveaux services. Il me semble que vous êtes toujours sur un business model de body shopping qui est essentiel en fait au fonctionnement du modèle. Derrière, donc, quels seraient vraiment les nouveaux services? Aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner en termes d'état d'esprit tant que vous êtes effectivement moins de 50 personnes dans la boutique.
comment vous le percevriez lorsque vous serez 500, quand vous vivrez des crises également, parce qu'aujourd'hui vous êtes relativement jeune, vous n'avez pas encore subi de crise et de conjoncture, si ce n'est celle du recrutement, mais demain, quand il y aura trop d'informaticiens pour répondre aux besoins, parce qu'il n'y aura plus de besoins, parce qu'on sera encore dans une conjoncture difficile, que se passera-t-il et comment vous les aborderez? Ouais, il faut laisser du temps pour la réponse. Pas rencontrer de crise, je suis pas sûre. Je pense qu'on parle, après chacun voit la crise de son côté de la lorgnette, mais je pense que l'arrivée des freelances aujourd'hui, le changement de la loi au niveau du marché du travail, etc., ça peut être vu comme des crises. Je pense qu'on ne connaît pas de crise parce qu'on les anticipe aussi beaucoup et qu'on se dit comment on va voir les choses et comment on va changer les choses en amont. Nous, on est 80, pouf, on a passé les 50. Des crises, on en a tous les jours. Hein. Des gens qui remettent en question le modèle, qui se posent des questions, qui râlent aussi, qui sont pas contents, qui ont envie de faire changer les choses, de parfois, et c'est pour ça que ça m'intéressait les questions sur la COP, parfois pas forcément aller vers là où nous on veut aller, ou là où la majorité veut aller. Alors c'est pas des crises de marché, hein. Je suis d'accord, on est dans un marché en croissance et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire tout ça et c'est pour ça qu'on a des patrons qui investissent là-dedans, juste parce que déjà ils font suffisamment de marge pour pouvoir investir là-dedans, c'est clair. Maintenant, des crises on en rencontre, je pense que le fait d'aller les identifier en amont, d'y réfléchir et de se poser plutôt en et si il y avait un problème, et si il nous arrivait ça, et comment on ferait si il se passait ça, je pense que c'est ça qui nous permet de le prévenir aussi et de ne pas avoir forcément rencontré toutes les crises que d'autres rencontrent. Mais on n'est pas à l'abri. On a hâte qu'elles arrivent pour les gérer. On va exploser le timing, mais je voudrais quand même que vous ayez le temps de répondre si vous le souhaitez. Alors nous, des crises, on en vit aussi. On en vit tous les jours. Enfin, c'est des crises pour nos clients. Hein. Nos clients sont par définition dans la merde parce que ils sont dans des marchés qui sont hyper concurrentiels, ils se battent pour que leurs produits fonctionnent. Enfin, voilà, et donc du coup, on est une boîte de gestion de crise en fait. Hein. Donc voilà. Donc, après, dans ta question, il y avait une question de c'est quoi votre aspect différenciant en fait. En quoi on se différencie d'une grosse SS2I. Et donc du coup, nous, notre côté très différenciant, c'est que tu bosses chez nous, en fait, on va tout faire pour que ça marche. Et on va se bouger et ce sera à fond tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Et c'est ça, en fait, qui nous différencie d'une boîte de body shopping, comme tu disais. Voilà. De toute façon, tes consultants n'ont pas de CV pour être body shoppés, si je crois. Et puis nous, on n'envoie pas... on garde nos devs chez nous. Ouais. Et du coup, ça, c'est quand même assez engageant. Et on loupe pas mal de clients à cause de ça. Mais si on veut garder une culture, en tout cas, nous, on s'est positionné comme ça. Hein. Si on veut garder une culture, il faut que les gens soient avec nous quand ils ne sont pas en télétravail, quoi. Et je pense, Kevin, toi, tu m'as dit que les membres de la coopérative vont chercher leurs clients tout seuls. Ouais. Alors, pour répondre à tes trois questions, sur le fond, nous, on assume complètement être une SS2I qui vend du service et qui vend de la journée de développement. De toute façon, c'est un métier qui n'est pas prêt de changer. Et je vais dire, si les gens qui nous rejoignent le savent, c'est clair qu'ils vont aller en mission chez le client. Et s'ils viennent, c'est aussi parce que il y en a qui aiment bien. Et ceux qui n'aiment pas, ils ne viennent pas chez nous, en fait. Clairement, si tu viens chez nous, c'est pour changer de projet une fois de temps en temps, changer d'équipe, changer de client. C'est assumé. On se place sur ce marché-là. Ensuite, sur les crises, là, je pense qu'il y a quelque chose sur les coopératives de manière générale. Il y a des statistiques qui ont été faites sur les coopératives dans leur ensemble, donc quel que soit le domaine d'activité. Sur les 2 dernières grandes crises économiques, c'est des structures qui ont mieux résisté que toutes les autres structures, au moins en France, de par le fait que les lois coopératives imposent à la structure, que tu crées un outil de travail qui a vocation à perdurer sur le long terme, de mettre en réserve de 15 à 30% de tous les bénéfices dégagés. Ce qui fait qu'une société coopérative, plus elle est ancienne, plus elle a des réserves importantes et plus elle va pouvoir tenir en temps de crise. Parce que cet argent-là ne peut pas être réparti, forcément pas à des associés externes de par le statut, mais pas non plus aux associés actuels. C'est vraiment fait
pour le long terme et pour pouvoir voir venir un petit peu en cas d'effondrement systémique, on va dire. Ensuite, quand ça arrive, nous, au tout début de notre activité, on a connu une grosse crise où on a failli fermer. On va dire que c'est pareil. C'est là que le fait d'être associé, ça te donne plus de responsabilités. On a été certains à être licenciés puis à être repris quand ça allait mieux. La seule différence, c'est que plutôt que ça tombe dessus, voilà, c'est quelque chose que tu fais en conscience, mais qui peut être effectivement dur à assumer, d'une décision qui peut être plus dure à prendre que quand tu vires quelqu'un qui n'est pas toi forcément, ou pas ton collègue avec qui tu as fait ta structure. Mais c'est aussi ce qu'on cherche dans ce type de structure, c'est la transparence et le fait d'être acteur là-dessus. C'est cool. En tout cas, merci d'avoir posé la question. Je tiens à te le dire personnellement, j'ai été beaucoup trop sympa, moi. Eric, tu veux apporter une réponse en moins d'1 minute ? Oui, alors, globalement, comment est-ce qu'on définit la SS2I ? Déjà, c'est un débat. Les gens ont l'image du consultant qui est envoyé à l'extérieur et qui va bosser sur une mission tout seul dans un environnement où il se retrouve souvent sur un plateau avec que des consultants d'autres boîtes. Je pense que là-dessus, on se différencie pas mal avec le fait d'avoir des équipes qui sont dans nos propres bureaux et chez nous en particulier de bosser sur du produit. Donc on a des relations qui sont différentes, on a les entrepreneurs qui sont chez nous, on s'intéresse au produit, comment est-ce qu'on le fait marcher. À la fin, effectivement, on finit par facturer du jour homme parce que c'est ça, mais on facture aussi du produit quand on débute avec les startups pour la dérisquer. C'est-à-dire que nous, on est suffisamment gros et on a suffisamment d'expérience pour dire on peut s'engager à développer ton produit minimum viable tel qu'on l'a défini ensemble avec tout cet ensemble de fonctionnalités parce que c'est ce qu'il faut tester sur le marché pour un budget, un délai et une liste de fonctionnalités. Donc il y a des approches quand même qui sont un petit peu différentes, je pense, sur le marché. C'est cool. Ça fait plus d'1 heure qu'on discute, donc on va pouvoir wrap up. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que vous êtes bien amusés ? Est-ce que vous pouvez crier si vous êtes vivant ?